Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous allons commencer sans plus attendre. L'invité de ce soir est Denis Moreau pour son dernier livre, Pour la vie, court traité du mariage et des séparations, un livre auquel nous avons fait écho dans l'avant-dernier numéro de Place Publique. Il se trouve que nous suivons avec attention depuis longtemps tout le travail de Denis Moreau. Pour une raison bien particulière, c'est que Denis Moreau est professeur de philosophie à l'Université de Nantes. Il est notamment spécialiste de la philosophie classique ou philosophie moderne, selon les appellations, c'est-à-dire la philosophie du XVIIe siècle. C'est un spécialiste de Descartes, de Spinoza, de Malebranche. Il pourrait évidemment très confortablement se contenter de faire de l'histoire de la philosophie. Or, il n'en est rien, à côté de travaux savants, de travaux académiques. Il se risque sur des chemins de traverse un peu plus hasardeux. Il fait de la philosophie de grand vent. Il nous parle de ses convictions, de ses croyances, de ses espoirs, de ses doutes. Il a même publié il y a 2 ans ou 3 ans un roman très rock'n'roll, parce que cet homme s'intéresse aussi au rock'n'roll, qui était un complément un peu surprenant des Voies du salut, qui, lui, était bien un essai philosophique, mais de la philosophie engagée, de la philosophie de grand vent, pour reprendre l'expression que j'employais à l'instant. Alors, il y a beaucoup de têtes nouvelles, c'est très bien, c'est un peu lié au thème, c'est un peu lié à l'invité. Vous savez, il y a un grand éclectisme dans nos soirées de questions publiques. Le dernier invité était Valdemar Kita, le président du Football Club de Nantes, mais Denis Moreau est abonné au Football Club de Nantes. C'était Valdemar Kita, et le prochain invité, le mois prochain, sera Dominique Lepage, un historien spécialiste de l'histoire de Bretagne, qui nous parlera de Nantes et de la Bretagne. Vous voyez, nous sommes éclectiques dans ce cycle de conférences qui est co-organisé par le Conseil de développement, représenté ce soir par son secrétaire général, Gabriel Vitré, par le CCO, qui est le lieu qui nous accueille, et par la revue Place Publique que j'anime. Donc, Denis Moreau, ma première question va reprendre la rapide présentation que je viens de faire de votre parcours. Pourquoi vous vous embêtez à écrire des livres comme ça? Enfin, pourquoi vous ne vous contentez pas de donner des cours sur Descartes? Et même, quand vous écrivez des livres sur Descartes, vous voyez en Descartes une espèce de maître de sagesse. Oui, bon, merci. Je suis très honoré d'être invité juste après Valdemar Kita. C'est vraiment. Alors, ça tient à ma conception de la philosophie. Vous avez très schématiquement 2 conceptions de la philosophie. Et puis, bien entendu, des positions intermédiaires sont envisageables. Vous avez des gens qui réduisent ça à une activité purement théorique, qui disent qu'est-ce que c'est qu'un bon philosophe? C'est quelqu'un qui clarifie des concepts. Alors, on prend un concept, de préférence un concept un peu froid, pas très engageant, substance, cause, voilà, et puis on passe des heures à réfléchir pour arriver à une clarification du concept, une définition correcte de ce que c'est. Et une fois qu'on a fait ça, on considère qu'on a terminé son travail de philosophe. Alors c'est une conception possible de la philosophie. Je pense que c'est celle qui est actuellement dominante dans l'université. Il se trouve que c'est pas la mienne. Ma conception de la philosophie, alors c'est une conception, je dirais, beaucoup plus classique, qui renvoie à ce qu'était la philosophie dès l'Antiquité, pour des gens comme Platon, les stoïciens. Je conçois la philosophie comme une pratique de réflexion, bien sûr, mais dont le but est d'améliorer l'existence de ceux qui la pratiquent. C'est la tradition qu'on appelle parfois la tradition des exercices spirituels. Hein, c'est un mot qu'on connaît souvent par Ignace de Loyola, auteur catholique jésuite, mais c'est une tradition qui plonge ses racines dans la recherche philosophique de l'Antiquité. Et donc je ne conçois pas la philosophie autrement que comme une puissance d'amélioration de l'existence de celui qui s'y adonne.
Alors bien évidemment, ça me crée des difficultés. Enfin, ça me crée des difficultés, mais aussi des plaisirs. Si j'avais écrit un traité sur la substance, par exemple... On ne vous aurait pas invité ce soir. Alors, c'est ce que j'allais dire. J'aurais moins d'ennuis que ceux que j'ai actuellement avec mon bouquin sur le mariage, mais d'un autre côté, j'aurais pas le plaisir de discuter avec vous ce soir. Vous ne seriez pas venu sur la substance, ça vous aurait pas intéressé. Donc, il se trouve que même quand j'ai écrit des choses qui tenait plus à l'histoire de la philosophie sur Descartes, comme le rappelait Thierry. C'était déjà avec l'idée de répondre à cette question, alors que pose Descartes dans un de ses textes. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Quel chemin vais-je suivre dans ma vie? Plus ça va, plus je ressens une sorte d'urgence, et plus les livres que j'écris, alors sont des livres qui ont à voir avec ma vie au sens large, c'est-à-dire des craquelures, des dysfonctionnements, des problèmes que je vois en moi éventuellement et autour de moi aussi. Alors, et là, c'est comme ça que je suis arrivé à écrire un livre sur le mariage. J'en profite pour ajouter une chose que je tenais à dire au début de cette intervention, et puisque nous allons parler justement de la vraie vie des vrais gens avec ses grandeurs et ses difficultés, ça s'y prête. Voilà, nous allons parler du mariage et nous allons donc aussi parler du divorce, puisque dans la France des années 2010, l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, c'est pour ça que ça s'appelle traité du mariage et des séparations. Je tremble un peu, en fait, à l'idée de parler de ça devant vous, parce que je sais que nécessairement, pour certains d'entre vous, j'allais dire pour tout le monde, c'est douloureux. Et pour certains d'entre vous, encore plus. Alors pour tout le monde, c'est douloureux, parce que généralement, c'est triste, enfin, et que nous avons tous été confrontés, chez nos parents, chez nos amis, chez nos enfants, parfois directement au phénomène du divorce. Et je sais que pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de triste, hein, de lourd à porter. Donc, dans le livre, j'ai fait très attention de ne pas être, enfin, d'essayer de ne jamais être blessant, hein, et de ne jamais juger. Je voudrais en faire de même ce soir. Et si par hasard ou par malheur, il m'échappait quelque chose, une expression malheureuse qui blesse ou fasse de la peine à certains d'entre vous, je vous prie de croire que ça n'est pas délibéré, et je m'en excuse d'avance. Et en ce sens, alors j'en parlais un tout petit peu avant de commencer, ce n'est pas moi qui ai choisi le titre de cette intervention ce soir, le mariage est-il un sport de combat? Je pense que c'est un bon titre au sens où ça accroche. Je connais des gens pour qui le mariage a été un combat, et pas seulement au sens spirituel, mais au sens physique. Enfin, et voilà, vis-à-vis de ces gens-là, ce titre me gêne un peu. Et alors, je vais assumer complètement le titre, hein. C'était juste un clin d'œil. Je pense qu'il y a, même avec ces questions-là, on peut aussi se détendre. Enfin, je veux dire, il y a pas de, on peut faire de l'humour avec plein de choses. Il n'y avait pas de volonté ni de blesser qui que ce soit avec ce titre, hein. C'était juste un clin d'œil, hein. Voilà. Il se trouve que, vous voyez, je commence à rencontrer un peu des gens autour de ce livre depuis quelque temps, et je me rends compte que c'est spécialement sensible, que les choses sont vite douloureuses, et qu'en ce sens-là, il faut être assez attentif à... Et moi qui aime bien faire de l'humour, lorsque je rencontre des gens, je me rends compte que c'est un sujet sur lequel il faut aussi pas trop en faire, parce qu'on peut vite blesser. Denis Brault, on sait depuis les origines que l'étonnement est la source et la mère de la philosophie. Et la capacité du philosophe, peut-être, c'est de s'étonner de phénomènes qui ne surprennent plus ses contemporains. Et c'est précisément par là que commence ce livre, avec ce chapitre Hécatombe, que un mariage sur deux actuellement, dans un pays comme la France, se termine plus ou moins rapidement par une séparation, n'étonne plus grand monde. Et vous, précisément, vous interrogez ce fait sociologique. C'est la source de ce livre, c'est son point de départ. Oui, alors c'est un point de départ existentiel. Je parlais tout à l'heure de ma façon de faire de la philosophie en ancrant ça dans mon existence. Il se trouve qu'il y a une dizaine d'années, une sorte, alors je parle dans le livre d'Hécatombe, on pourrait aussi dire de plaie d'Égypte, hein, s'est abattu sur mes copains, mes copines, mes cousins, mes cousines, mes collègues. Vous citez d'ailleurs tout un tas de prénoms. Je donne les prénoms, mais en ayant gardé uniquement des prénoms
commun, de façon à ce qu'on ne puisse pas identifier les gens. Hein. Mais pour donner une idée de l'ampleur de l'hécatombe, voilà, donc il s'est passé quelque chose. Alors après, comme le rappelait Thierry Guidet, Platon et Aristote expliquent que la disposition fondamentale du bon philosophe, c'est de savoir s'étonner. C'est-à-dire là où tout le monde dit « Ah bah tiens, il ne se passe rien, tout est normal et tout », le bon philosophe arrive et dit « Ah bah tiens, c'est curieux ». Bon. Je crois qu'il se passe actuellement, sous nos yeux, un phénomène étonnant. Là, il faut quand même rappeler que vous avez là une institution, le mariage, venu de très loin, on va dire du fond des âges, sans en faire l'histoire, dont, comme on dit en langage technique, l'indissolubilité, c'est-à-dire le fait qu'on se mariait une fois et jusqu'à ce que la mort nous sépare, a été pendant très longtemps une caractéristique marquante. Il se trouve que depuis 40 ou 50 ans, c'est quelque chose qui est en train de voler en éclats sous nos yeux. Les statistiques le confirment. Hein. Nous en sommes actuellement en France. Alors, dans les années 60, on a 30 000 ou 40 000 divorces par an. On en est actuellement à 135 000, 140 000 divorces par an, alors même que le nombre des mariages s'est écroulé. Il est passé de plus de 400 000 à moins de 250 000. Donc il y a là un phénomène marquant, me semble-t-il, indéniablement. Alors face à ça, deux solutions, hein, où on dit discours, enfin on constate puis on dit il n'y a rien à comprendre, ou bien un discours de la résignation. Alors le discours de la résignation, vous le connaissez, hein, les histoires d'amour se passent mal en général, voilà, on en prend acte et puis on dit c'est ainsi, ou bien on cherche à comprendre. Alors justement, on va tâcher de chercher à en comprendre, parce qu'il y a tout un tas d'explications d'ordre et de niveaux très différents. Vous en énumérez quelques-unes. La première qui vient à l'esprit, c'est la formidable augmentation de la durée de la vie. Jadis, quand on se mariait, après tout, ça ne durait jamais très longtemps, parce que au bout de 20 ans, généralement, un des deux époux mourait. Aujourd'hui, on est condamné à vivre beaucoup plus longtemps avec son conjoint. Alors, je ne pense pas que ce serait la première qui me viendrait à l'esprit, ce serait la deuxième, mais on va commencer par celle-là. Commençons par celle-ci. Donc, effectivement, au XIXe siècle, à 40 ans, vous étiez mort, hein, statistiquement. Donc, quand vous vous mariez à 20 ou 25 ans, c'était pour une quinzaine, une vingtaine d'années. Et puis, dans les mémoires d'une jeune mariée de Balzac, il y a une héroïne qui dit « J'ai 30 ans aujourd'hui ». Ma vie est bientôt finie, elle est derrière moi, demain je serai vieille femme. La femme de 30 ans. Quel trentenaire dit encore ça aujourd'hui? À 30 ans, aujourd'hui, on a la vie devant soi. Donc effectivement, le temps que les époux peuvent envisager de passer ensemble s'est trouvé énormément augmenté. Et, par voie de conséquence, le risque de désynchronisation des époux. Blaise Pascal dit ça, il n'aime plus cette personne qu'il aimait il y a 10 ans, je crois bien, elle n'est plus la même, et lui non plus. Et pour Pascal, 10 ans, ça suffisait à désynchroniser. Aujourd'hui, vous pensez qu'en 20, 30 ou 40 ans, il peut se produire des phénomènes de divergence qui, effectivement, éloignent les époux l'un de l'autre. À quoi s'ajoute, alors qu'au XVIIe, XVIIIe ou XIXe siècle, il était parfaitement absurde d'envisager de, comme on dit, refaire sa vie à 40 ans. À 40 ans, c'était fini. Donc, ça n'avait aucun sens d'envisager de relancer quelque chose de neuf, chose qu'on peut aujourd'hui tout à fait envisager, en espérant même tirer profit de l'expérience accumulée dans une première union pour en réussir une deuxième. À 40 ans, on peut encore espérer 20, 30 ou 40 ans de vie. Et vous savez que la fréquence des divorces chez les personnes de 50, 60 ans et plus, enfin, l'élévation de la fréquence des divorces chez les personnes de 50, 60 ans et plus est un des phénomènes marquants aussi de ces dernières années, en ce sens. Cela dit, je ne pense pas que ce soit le premier facteur qui explique la fragilisation des couples. Alors, je ne sais pas si c'est le premier facteur, mais une autre explication qui vient immédiatement à l'esprit, c'est l'invention du mariage d'amour. Ça, c'est quand même quelque chose de récent. Longtemps, on ne se mariait pas, on était marié par ses parents, enfin surtout les filles, et le mariage était principalement la fusion, la jonction d'intérêts matériels. Oui, alors ça, je pense que c'est la première cause qui explique les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, conjugalement parlant. C'est effectivement le fait qu'aux mariages arrangés, qui ont très longtemps été la norme, s'est substitué
lentement le mariage d'amour. Alors, je dis lentement parce que c'est un phénomène qui a eu lieu sur la longue durée. Si vous lisez du Molière, c'est pratiquement le ressort de toutes les pièces de Molière, hein. Vous avez des parents qui arrangent des mariages et des enfants qui n'ont pas du tout envie de se marier avec la personne que les parents ont prévue pour eux, mais avec quelqu'un pour qui ils éprouvent une inclination. Et donc, on voit émerger chez Molière cette revendication par les jeunes gens d'épouser quelqu'un qu'ils aiment. Mais c'est le moment où ça émerge, c'est dans la noblesse, ça met du temps à s'installer. Et le mariage d'amour comme fête sociale, c'est quelque chose de relativement récent. Or, vous le savez bien, l'amour est un phénomène précaire, fragile, combustible, volatile. Et donc, un mariage fondé sur ce type de sentiments, s'il est fondé uniquement sur ce type de sentiment, peut-être faudra-t-il essayer de préciser un tout petit peu de quelle nature peut être ce sentiment, mais c'est un mariage qui, effectivement, est fragilisé, qui risque de disparaître avec la disparition de l'amour. Alors, vous énumérez, je retrouverai le passage, dans le livre, 9 explications, et encore, il y a des explications qui sont en bis, mais la troisième explication que vous trouvez, c'est la montée de l'individualisme. Alors, individualisme qu'il ne faut pas prendre au sens vulgaire du mot, c'est la montée en puissance de l'individu comme valeur et comme norme des comportements. Voilà, c'est individualisme au sens des sociologues, hein. C'est le fait que, globalement, aujourd'hui, nous sommes plus soucieux de notre épanouissement personnel, de notre bonheur, de l'accomplissement de soi, et moins prêts, sans doute, alors je ne juge pas, hein, je décris, que les gens des générations précédentes à nous sacrifier aux totalités dans lesquelles nous évoluons. C'est-à-dire on est sans doute moins prêts qu'on a pu l'être dans le temps à se sacrifier pour la patrie, pour l'État, pour les syndicats, pour les églises, et aussi pour cette petite structure qu'est la famille ou le couple. Et donc, on comprend bien aujourd'hui, on trouve parfaitement raisonnable que quelqu'un pour qui la vie de couple ou la vie de famille n'est plus source de satisfaction ou constitue une entrave à cette satisfaction, y mette fin. Alors, on est en train d'accumuler les facteurs explicatifs. Je pense qu'il y en a effectivement un faisceau, il n'y en a pas un seul, mais vous remarquez à quel point c'est un tour de cochon, cette affaire-là. Le quatrième facteur explicatif, puis peut-être on pourra arrêter là, j'en distingue 9 effectivement dans le livre, c'est le travail salarié des femmes. Phénomène récent. En gros, ça devient massif avec le XXe siècle. Et vous savez qu'en France, c'est seulement depuis les années 60 qu'une femme peut exercer un travail salarié sans l'autorisation de son époux. Ce qui nous paraît un autre monde. Évidemment, une femme qui dispose d'un salaire a une forme d'autonomie qui lui permet de mettre fin plus facilement qu'une femme assujettie entièrement financièrement à son époux à une relation qui lui paraît devenue insatisfaisante. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est une liberté dont les femmes usent largement puisqu'elles sont à l'origine à l'initiative d'une majorité des divorces. Alors, je disais tour de cochon parce que le mariage d'amour, l'allongement de la durée de vie, le salariat des femmes, le souci porté à ce que nous sommes et à notre bonheur, ce sont des progrès. Ce sont de bonnes choses. Enfin, moi, je ne suis pas prêt à revenir là-dessus. Genre, on peut imaginer un discours réactionnaire disant revenons là-dessus, ça ne sera pas mon cas. Mais ces progrès, qui me semblent indéniables et que je suis prêt à défendre, constituent aussi et indéniablement des facteurs de fragilisation du lien conjugal. Et donc, je pense que c'est devenu, dans notre modernité ou notre postmodernité, caractérisée par une série de phénomènes dont on vient de parler, c'est devenu spécialement compliqué. Ça, c'est indéniable, et beaucoup plus sans doute que ça pouvait l'être pour les gens des générations précédentes. Du coup, c'est pas foncièrement étonnant qu'aujourd'hui, bon nombre de mariages se terminent par une séparation. Je pense qu'il y a des raisons qui l'expliquent tout à fait. Je n'ai pas dit que c'était souhaitable. Ça reste un échec dans la majorité des cas. Je fais partie des gens qui pensent qu'autant que possible, il faut essayer de l'éviter, cet échec. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, en essayant de réfléchir à la façon dont on pouvait le faire. Mais voilà, c'est tout à fait compréhensible. Alors, sur toutes ces explications qui sont d'ordre démographique, économique, social, anthropologique, on peut
aisément tomber d'accord. C'est d'ailleurs loin d'être la partie la plus neuve et la plus originale du livre. En revanche, où vous surprenez, c'est quelques pages plus loin, et notamment la page 98. Donc, bon, vous dites, voilà, il y a tout un faisceau de causes, mais c'est pas suffisant. Moi, j'ai un autre coupable. Je vous cite, il convient de suggérer l'existence d'une cause principale supplémentaire. Je pense qu'il s'agit du diable. Alors là, expliquez-nous. Alors, ce livre est sorti il y a un peu plus de 2 mois à présent. Je tourne pas mal pour en parler et tout. On va dire que ce ne sont pas les pages qui passent le mieux, celles auxquelles il vient d'être fait allusion. Cela dit, c'est pas grave, je maintiens, je recommence. Alors, vous oubliez tout ce que vous avez déjà entendu sur le diable. On va commencer par ça. Donc, vous oubliez d'une part le barbichu ridicule en pantalon moulant rouge avec sa fourche, etc. C'est pas de ça que je parle. Okay. Bon. Vous oubliez d'autre part tout ce que vous avez pu voir en cinéma, en film d'exorcisme, vocifération, etc. C'est pas de ça que je parle non plus. Bon. Et vous en revenez à l'étymologie. O diabolos, en grec, ça veut dire le diviseur, ce qui apporte la division. D'accord ? De la division dans les couples, il y en a. Indéniablement, on vient d'en parler, ça existe. Donc si, quand vous oubliez le type en pantalon moulant rouge, les films d'exorcisme, etc., si vous substituez, comme disent les philosophes, la définition au défini, donc que vous entendez par diable ce qui apporte la division, ça me semble absolument incontestable que le diable est à l'œuvre actuellement dans les couples. Le bon Dieu, j'en sais rien, mais le diable, tel que je viens de le définir, ça me paraît difficile d'en nier l'existence. Après, là, moi, philosophe, j'arrête là. Est-ce que le diable, c'est juste une personnification, on va dire, de l'ensemble de facteurs de division dont nous venons de parler, donc une façon de les englober tous et de les imager? Ok, je veux bien. Est-ce que le diable, c'est plus qu'une personnification, mais une personne? C'est-à-dire une sorte de principe actif et intelligent, acharné à défaire ce qu'il peut y avoir de bon et de beau dans nos vies? Ça, en tant que philosophe, je ne peux pas dire, je laisse ça aux théologiens. Ça va au-delà de mon champ de compétences. Mais je crois qu'on ferait quand même bien de se poser la question. Baudelaire, hein, la suprême ruse du diable, c'est d'avoir réussi à persuader les gens qu'il n'existe pas. Pas mal vu. Et je dirais... Oui, je pense, je regarde les gens dans la salle, il n'y a pas que des jeunes couples, on va dire, dans la salle, mais quand même, peut-être un petit peu au fond là-bas. Je dirais volontiers aux jeunes couples, au minimum, faites comme si le diable existait. Au minimum, faites comme s'il existait, c'est-à-dire battez-vous. Pas entre vous, mais battez-vous contre les forces de séparation qui manifestement sont à l'œuvre aujourd'hui quand des gens s'aiment. Il y a une forme de combat. Prenez au minimum le diable comme une personnification de ceux qui vous menacent et sachez que de la bagarre, il y en a et il y en aura. Vous venez de dire, Denis, que cette page-là, ou ce passage-là, n'était pas celui qui était le plus spontanément audible par nos contemporains. Je me souviens d'ailleurs de la critique qui a été faite de votre ouvrage dans le monde des livres, c'est là-dessus aussi que ça achoppait. Est-ce qu'il fallait absolument passer par le diable? Est-ce que c'est pas là une sorte d'exercice de provocation délibérée à l'usage des lecteurs du XXIe siècle? Ouais, ça me gêne pas d'énerver les gens, hein, donc pourquoi pas? Non, je crois que en amour, nous péchons souvent par naïveté. Nous péchons souvent. Ça, on va sans doute avoir l'occasion d'en reparler. Enfin voilà,
des choses qui paraissent absolument normales dans les autres domaines de la vie. Par exemple, se bagarrer pour conserver ce que nous jugeons précieux. Par exemple, faire des efforts, par exemple, s'entraîner. Voilà. Moi j'ai fait du marathon, les gens sont prêts à faire ça pour faire un marathon. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui courent le marathon. Dès qu'il est question d'amour, ça s'arrête. Dès qu'il est question d'amour, ça devrait se maintenir spontanément, comme ça, uniquement parce que c'est là. Ça, je pense que c'est pas vrai. Donc c'est en ce sens-là que j'ai voulu parler du diable, pour secouer un peu peut-être. Alors peut-être pas les plus anciens de mes lecteurs qui ont été confrontés à, mais c'est pas un livre que j'ai écrit en pensant tellement aux anciens, c'est un livre que j'ai écrit en pensant beaucoup aux jeunes, pour essayer d'attirer l'attention sur ce qu'il peut y avoir actuellement de destructeurs à l'œuvre dans le monde pour les gens qui s'aiment. Et il y a beaucoup de choses. On en a parlé de certaines, on pourra parler d'autres. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui ont financièrement intérêt à ce que les gens divorcent, par exemple, et qui ne se gênent pas pour appuyer sur... Enfin, peut-être on pourra en reparler pour appuyer. Vous avez vu sur les bus, comme moi, il n'y a pas très longtemps, il y en avait aussi plein les métros apparus, les affiches pour Glidden. Je ne sais pas si on peut dire le nom. Si, on peut tout. Bon, c'est fait. Donc c'est cette agence qui organise l'adultère, qui promeut l'adultère. Il y a des gens qui font de l'argent avec ça. Alors, moi, je fais partie des gens qui distinguent très radicalement le droit et la morale. Donc que M. Glidden ait le droit de faire ça, je n'ai pas l'ombre d'un doute là-dessus, il a dû prendre conseil auprès d'avocats avant de faire ses affiches. Que ça pose, en revanche, un problème moral me semble assez évident. Enfin, c'est quand même la promotion sur nos murs de la duperie, de la tromperie, de l'infidélité. Qui d'entre nous, qu'il soit de droite ou de gauche, athée ou croyant, n'élève pas ses enfants dans le respect de la vérité et de la parole donnée. Voilà. C'est quand même contre ça que s'érigeait ce qu'on a vu sur nos murs. Il y a des gens qui font de l'argent avec ça. On sait que l'adultère crée des souffrances. C'est une cause de séparation dans les couples. Donc, oui, là aussi, il y a des puissances qui sont à l'œuvre et contre lesquelles nous, alors je dis nous, si tant est que nous ayons décidé de rentrer dans le jeu conjugal, parce qu'après tout, personne n'y est obligé, en France, enfin, pratiquement plus, j'espère, dans la France des années 2010, c'est un jeu qu'on n'est pas obligé de jouer, mais si c'est un jeu qu'on choisit de jouer, il y a des choses à affronter. Il y a trois beaux chapitres, enfin ça ne veut pas dire que les autres ne le soient pas, mais qui sont là des vrais chapitres de vraie philosophie, je dirais, où vous vous tournez vers vos maîtres du XVIIe siècle pour montrer avec Descartes, avec Spinoza, avec Malebranche, qu'après tout, on peut, avec ces philosophes, tenir l'union durable, tenir le mariage pour un mode d'existence harmonieux. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur le recours à ces trois philosophes ? Oui, alors, d'abord, ce que vous venez de dire, tenir le mariage pour un mode d'existence harmonieux, c'est fondamentalement ce que j'ai voulu soutenir dans ce livre. On vient de parler un petit peu de la part négative, de la part diagnostique de départ. Mon idée, il y a plus de 1500 ans, Saint-Augustin écrivait un De Bono Conjugali, sur le livre sur le bien conjugal. Mon idée, ça a été d'écrire un De Bono Conjugali à l'usage des postmodernes que nous sommes, c'est-à-dire un livre qui explique en quoi le mariage est une réponse envisageable, alors je n'ai pas dit la seule évidemment, mais une réponse envisageable à la question de la vie bonne, à la question comment réussir sa vie. Et je pense qu'il y a des arguments pour défendre cette thèse-là. Je n'ai pas dit la seule réponse à la question comment réussir sa vie. Nous sommes bien d'accord. Je suis philosophe, donc pour ça je me suis servi de philosophe, effectivement. Alors, il y a une légende urbaine qui court, que nous allons dissiper tout de suite. La légende urbaine qui court, c'est que les bons philosophes ne se seraient jamais mariés. C'est le cas en tout cas de Descartes, de Malebranche et de Spinoza. C'est une légende qui a été popularisée par Nietzsche, qui n'aimait pas beaucoup le mariage.
Ça ne l'a pas empêché de demander Lou Andrea Salomé en Le mariage. philosophe marié est une absurdité, disait-il. Ouais, alors, qui disait jamais un bon philosophe n'a été marié, sauf Socrate, qui a fait exprès pour énerver les gens et confirmer cette règle. Alors, il faut savoir que c'est faux. Aristote était marié, Cicéron était marié, Sénèque était marié, Marc Aurèle était marié. Alors, effectivement, après, pendant 1500 ans, ils ne sont plus mariés, mais parce qu'ils sont tous religieux. Donc, ni Descartes, ni Spinoza. Après, vous avez le XVIIe siècle, une période un peu particulière sur laquelle je veux bien revenir tout à l'heure, mais après, Hegel est marié, Marx est marié, Bergson est marié, Paul Ricoeur est marié, Hannah Arendt est mariée 2 fois même, Heidegger est marié, etc. Donc cette idée... Denis Moreau aussi. Non, mais vous voyez, c'est pour ça que je suis en train de vous expliquer tout ça. Hein. Mais cette idée qu'on ne peut pas philosopher en étant marié est évidemment factuellement une idée fausse. Bon. Alors il se trouve qu'effectivement, Spinoza... Descartes et Malebranche ne le sont pas. Malebranche, c'est parce qu'il est prêtre, ça se comprend. Spinoza, alors effectivement, il ne l'est pas. Maintenant, on va le citer. Il se trouve, c'est un de mes penseurs de chevet, Spinoza, de façon un peu étrange, puisque je ne m'en cache pas, je suppose qu'on aura à en reparler tout à l'heure, je suis catholique, et Spinoza est réputé comme un épouvantable athée, mais il se trouve que ça compose assez bien avec mon catholicisme, Spinoza. Alors, je vous cite Spinoza. « Pour ce qui touche au mariage, il est certain qu'il convient avec la raison. » Alors, il n'y a pas de plus bel argument pour un spinoziste. Convenir avec la raison, ça veut dire que c'est un mode de vie rationnel. Si le désir d'unir les corps n'est pas engendré par la seule beauté, mais également, alors attention, pas seulement, mais également, ça compte, la beauté, évidemment, n'est pas engendré par la seule beauté, mais également par l'amour de procréer des enfants et de les éduquer sagement, et si de plus l'amour de l'un et de l'autre n'a pas pour cause la seule beauté, mais principalement la liberté de l'esprit. Alors j'adore ce texte, je m'y retrouve pleinement. Je l'aime encore plus que Spinoza, vous savez, ça a été un philosophe emblème des pensées post-68, notamment dans la lecture qu'en a donnée Gilles Deleuze, qui est une très très belle lecture, hein, mais qui en a fait un philosophe précurseur de Nietzsche, attaché à nous apprendre à jouir sans entrave, à libérer nos désirs, à faire ce que nous voulons, etc. Vous ouvrez Spinoza, qu'est-ce qu'il vous dit? Mariez-vous, attention, faites l'amour, mais pas seulement pour la seule beauté, mais pour faire des gosses. Et c'est comme ça que vous obtiendrez la liberté de l'esprit. Donc c'est un texte tout à fait surprenant, hein, sous la plume d'un auteur avec une réputation aussi sulfureuse. Il se trouve qu'on peut arriver, avec les principes de la philosophie de Spinoza, à justifier, à expliquer cet éloge du mariage qu'on trouve sous sa plume. Alors c'est ce que j'ai fait, donc vous le rappelez. Après, quand on veut parler du mariage et des philosophes, il y a 2 solutions. On peut aller lire les philosophes qui ont écrit sur le mariage. Je ne parle pas des théologiens, je parle des philosophes. Il y en a assez peu, et il se trouve que c'est des philosophes que j'aime pas beaucoup. Il y a Hegel qui a écrit des choses sur le mariage, mais bon, c'est bien compliqué. Et puis il y a Kierkegaard, un philosophe danois du 19e siècle, qui a écrit des choses sur le mariage, mais alors c'est un type qui passe son temps à tout dramatiser, c'est épouvantable, donc ça me fatigue. C'est pas comme ça que je conçois le mariage. Donc autre solution, on va chercher des philosophes qui ont réfléchi sur des notions qui ont à voir avec le mariage, et on essaie d'appliquer leurs principes au mariage. C'est ce que j'ai fait dans le livre avec mes 3 philosophes de chevet. On pourrait le faire avec d'autres. Hein. J'ai été chercher chez Descartes une théorie de l'engagement durable. J'ai été chercher chez Spinoza une théorie de la joie. Essayer d'expliquer en quoi le mariage peut être une machine à rendre joyeux, une structure qui rend joyeux ceux qui s'y engagent. Ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est envisageable. Et puis j'ai été chercher chez Malebranche une théorie du désir, pour expliquer comment, dans le cadre matrimonial, on pouvait essayer de devenir joyeusement désirant et bien désirant. Alors je ne sais pas si c'est peut-être un peu compliqué de rentrer dans les détails. Vous achetez le livre, hein. Voilà. Vous l'achetez et vous le lisez. Alors, précisément, là, on a un parallélisme entre les titres des chapitres. Calme et droit, du mariage à la cartésienne. Désirer et être joyeux, du mariage à la spinoziste. Inquiet, point d'interrogation, du mariage à la malebranchiste. Et puis,
Un petit peu plus loin, on a un autre titre, très amusant, et là on passe du plan de la philosophie à celui de la foi, comme des bœufs, du mariage à la Cato. Alors, expliquez-nous ce titre de chapitre. Les époux sont des bœufs. Alors, je pense qu'il faut s'aimer comme des bœufs, oui. Si je veux essayer de justifier ça. Alors, je ne sais plus combien il y a de chapitres dans ce livre. 25. 25. Il y en a un, Cato. C'est le plus long, je le concède, d'assez loin. Mais il y en a et puis, il vient quand même sur la fin. Enfin, c'est pas par hasard. Alors, c'est pas par hasard, mais je veux dire que dans mon esprit, alors peut-être je me trompe, etc., mais 24, 25e de ce livre sont lisibles par des gens qui ne sont pas catholiques. Voilà. Et je prétends que... Alors, mes arguments sont bons ou mauvais, ça, ils sont bien entendu discutables, mais ce sont des arguments, comme on dirait aujourd'hui, que je prétends avoir formulés par la seule raison naturelle, sans faire appel à la révélation, d'accord ? Bon, il se trouve qu'après, alors je ne m'en cache pas, je suis catholique, je ne m'en cache pas, j'ai aucun mérite à ça. Je discutais là ce midi, enfin, j'ai envie d'écrire un texte un jour qui s'appellerait « Heureux comme un Cato en France », parce que je trouve que je bénéficie, depuis que je travaille notamment dans l'université, d'un climat de tolérance et de compréhension tout à fait remarquable. Je ne comprends pas les gens les cathos qui passent leur temps à dire « on est persécuté, on nous empêche de... » Moi, j'ai jamais ressenti ça. Donc, bon, je ne cache pas mon catholicisme, mais il n'y a aucun courage là-dedans, ça se passe très bien, on va dire. Bon, il se trouve que c'est quelque chose d'important dans la conception que je me fais du mariage, donc tel que le livre était parti, il m'a semblé aussi plus honnête de ne pas le cacher. Il faudra se demander, peut-être on pourra le faire tout à l'heure, alors en quoi il y a des choses spécifiques au mariage à la Cato. Vous savez qu'en France, on se marie, si on se marie à la Cato, on se marie d'abord à la mairie et puis ensuite à l'église. C'est pas tout à fait la même chose, même s'il y a des choses qui se recoupent. Alors j'ai appelé ça comme des bœufs par référence à un texte de l'évangile de Matthieu, que vous l'avez sous les yeux là. Je le cite dans la critique, oui, que je fais de votre ouvrage. Oui, c'est dans l'évangile de Matthieu. Oui, mon joug est facile à porter. Voilà. Il me semble, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est l'idée de joug. Alors, nous sommes des modernes, très attentifs à notre liberté individuelle, etc. Donc, vous n'avez sûrement pas envie, comme ça, spontanément, de placer votre tête sous un joug. Je pense que vous avez tort. Vous avez tort, mais pour le comprendre, il faut adopter le point de vue des bœufs. D'accord ? Un bœuf, c'est massif, un bœuf, c'est massif, c'est costaud. Donc, en fait, sur la tête d'un bœuf, un joug, ça ne pèse pas très lourd, je pense. Après, quand vous prenez une paire de bœufs, un couple, et que vous lui demandez de tracer un sillon, ou bien vous le laissez sans joug, sans appareil sobrement contraignant pour le faire tracer son sillon, et là, vous êtes sûr que ça ne marchera pas. C'est pas très malin, un bœuf, en plus. Et donc, les bœufs vont s'éparpiller dans la nature, partir chacun dans son sens, on n'obtiendra rien. Pour que les bœufs réussissent quelque chose de correct, tracent un droit sillon. Alors, comprenez, essayent de tracer une route conjugale sans trop d'anicroche. Il leur faut un joug, c'est-à-dire un ensemble de règles, je dirais sobrement contraignantes, surtout pas hyper contraignantes, parce que alors là, évidemment, on n'a pas envie, mais qui permettent, à la manière d'un joug posé sur le col des bœufs, d'avancer à peu près droit. Et donc, l'idée que je défends d'abord, et ça, ce que je viens de dire là, j'insiste bien, ça me semble valable pour les cathos, aussi bien que pour les pas cathos, c'est-à-dire que c'est faire preuve de réalisme que d'accepter de marier l'amour et les règles. Que dans l'amour aussi, il doit être question de régulation, parce que sinon, si on se laisse aller à la spontanéité du moment, il y a toute chance que ça parte un peu dans tous les sens comme une paire de bœufs. Après, il se trouve que moi, je suis catholique, et que donc, le joug sous lequel mon épouse et moi, mon épouse l'étant aussi catholique, avons choisi de placer notre tête, c'est le joug de l'Église et celui du Christ. C'est-à-dire de quelques conseils
et quelques recommandations, dont certains sont de bon sens et d'autres peut-être un peu moins, pour essayer d'organiser à peu près sa vie conjugale. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans ce chapitre, qui est le seul chapitre de théologie ou qui fasse appel à la révélation. C'est en quoi se joue pour moi, alors je ne vais pas passer mon temps à dire mon épouse et moi, hein, parce que depuis plus ce que je dis là ne concerne que moi, elle ne serait peut-être pas d'accord, pour moi constituer quelque chose de bénéfique. Alors ça c'est quelque chose que je voudrais dire sur le christianisme en général, hein. Les gens ont quand même une image très bizarre du christianisme comme une religion de gens grognons. Alors ça je comprends qu'ils aient cette image-là, parce que c'est peut-être pas totalement à tort. Nietzsche, hein, pour que j'apprenne à croire à leur sauveur, il faudrait qu'ils aient l'air un peu plus sauvés. C'est pas mal vu. C'est pas mal vu. Donc, Nietzsche qui était fils de pasteur. Nietzsche qui était fils de pasteur, mais qui a aussi quand même, qui, me semble-t-il, est celui qui a livré l'attaque la plus violente et la plus crédible contre le christianisme. Si vous voulez lire un auteur qui détruit le christianisme, enfin avec des arguments que je ne juge pas parfaitement probant, vous l'avez compris, mais vraiment très fort. Vous lisez Nietzsche, notamment la généalogie de la morale. C'est un texte magnifique. Donc, je ne suis pas pour un christianisme grognon, je ne suis pas pour un christianisme de la contrainte, je ne suis pas pour un christianisme de l'obligation, d'accord. La notion que je vois au cœur de l'Évangile, c'est la joie. Cœur de l'Évangile, des lettres de Paul, etc. Et donc pour moi, ou bien le christianisme est un appareil à produire de la joie et à rendre joyeuses les vies de ceux qui y adhèrent, et ça vaut la peine, ou bien c'est un appareil à produire de la tristesse, de la cagoterie, du moralisme, etc. Et à ce moment-là, ça n'en vaut pas la peine. Voilà. Est-ce pour cela que vous appelez de vos voeux une théologie de l'orgasme ? Oui, ça aussi, c'était pour énerver un peu les gens. Ah, mais j'ai remarqué tous les passages qui étaient susceptibles d'énerver. Alors ça aussi, ça fait partie des passages dont on m'a un peu parlé depuis la sortie du livre. Non, je pense qu'il y a eu... Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pas toujours, mais qu'il y a eu historiquement un problème entre le christianisme et la sexualité, ça, je crois que c'est vrai. Moi qui suis connais un petit peu le XVIIe siècle, c'est quand même un âge où on lit des choses assez terribles, hein, sur la sexualité. Je pense que c'est encore plus vrai pour nous, Français, qui avons quand même été très marqués par ce mouvement extrêmement... Vous voyez, de très belles choses, mais aussi extrêmement austère et rigoriste, hein, qu'on a appelé le jansénisme. Bon, il se trouve que c'est en train de changer. Alors, après, j'appelle à une théologie de l'orgasme pour la raison suivante. Moi, on m'a expliqué, j'ai lu du saint Thomas d'Aquin, des trucs comme ça, on m'a expliqué que dans l'autre vie, ce qu'on appelle trivialement le paradis, les théologiens ont évidemment conceptualisé ça un petit peu, et alors ils ont conceptualisé ça sous l'idée de vision béatifique. L'idée de la vision béatifique, c'est qu'est-ce que c'est dans l'autre vie ? Vous voyez Dieu, et comme Dieu, c'est ce qu'il y a de mieux, ça vous rend souverainement heureux. C'est un peu ce qui se passe quand vous voyez votre chérie. Vous voyez quelqu'un que vous aimez bien, à qui vous trouvez des qualités, donc vous dites, tiens, comme dit Spinoza, c'est la joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure, ça me rend joyeux de voir ma chérie. Quand vous verrez Dieu, selon les théologiens, alors là, vous verrez ce qu'il y a de mieux, donc ça sera la plus grande joie qu'il soit possible de concevoir. Bon, vous y croyez pas, c'est un autre problème. Après, je me demande, qu'est-ce que c'est pour toi, en ta vie, la plus grande joie que tu sois capable de concevoir ? Et je trouve que l'orgasme est un bon candidat pour ça. Et donc, il me semble qu'on pourrait essayer de réfléchir sur la façon dont l'orgasme est comme une anticipation de la vision béatifique promise aux élus. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça vous fait rire. C'est une proposition tout à fait sérieuse. Après, il resterait à écrire. Alors, j'ai tenté de le faire dans un autre livre, dans Les Voies du Salut. J'ai écrit une dizaine de pages sur l'orgasme. C'est pas facile. C'est vraiment dur. C'est un des trucs les plus durs que j'ai fait en philo, parce que c'est évidemment un sujet compliqué à saisir conceptuellement, mais je pense qu'il y a quelque chose à creuser là. Et vous savez, Thomas d'Aquin, qui n'est pas réputé pour être un rigolo, n'est pas très loin de cette idée-là. Dans la Somme contre les gentils, c'est au chapitre 83 et 84, il parle justement des bienheureux, de la vie après la mort, et ça. Et alors il y a un chapitre, c'est « Les ressuscités n'auront pas de relations sexuelles ». Alors on se dit,
Ah bah tiens, ça y est, revoilà le christianisme triste, torve, dégoûté par les choses de la chair, etc. Et en fait, si vous lisez le texte, il dit exactement l'inverse. Il dit, ils n'auront pas de relations sexuelles parce qu'ils jouiront beaucoup plus et beaucoup mieux que nous. Donc, ils connaîtront un plaisir encore plus fort que celui que nous connaissons dans les relations sexuelles. J'insiste là-dessus parce que je pense que fondamentalement, le christianisme est une affaire d'être de désir, d'accord, ou bien ça n'en vaut pas la peine. Alors c'est le pari de Pascal. Pourquoi c'est si frappant le pari de Pascal? Parce que quand vous lisez les preuves de l'existence de Dieu classiques, vous vous en fichez. Je vous prouve qu'il existe une cause première. Ok, mais ça ne change pas votre vie. Le pari de Pascal, ça prend le libertin, puis ça lui dit, bon maintenant, toi qui as envie de jouir, là, le libertin, quel est ton intérêt bien compris? Donc, quel est du point de vue de la jouissance que tu désires, ton intérêt bien compris? Je pense que c'est la question fondamentale qui peut décider ou non de l'entrée en christianisme. C'est-à-dire, ou bien on comprend comment le christianisme est un régime de désir optimal en cette vie est susceptible de satisfaire les êtres que nous sommes, et à ce moment-là, il y a de bonnes raisons d'être chrétien, ou bien on ne se dit pas ça, et à ce moment-là, on a raison de ne pas l'être. Et c'est pourquoi vous écrivez, ce sera ma dernière intervention avant de donner la parole à Gabriel, puis à la salle, que le mariage est une des voies proposées par le christianisme à ceux qui entendent se mettre en chemin vers la béatitude. Voilà. Voilà. Mais je me permets de dire que... Enfin, là, on vient d'avoir un petit passage théologique. Le mariage civil est une institution pour laquelle j'ai beaucoup de respect, que je considère comme tout à fait nécessaire. Et je pense que le mariage est aussi une des voies proposées par la République à ceux qui entendent se mettre en chemin vers la vie bonne. Et ce que je viens de faire sur le christianisme, on peut le refaire sur le mariage. C'est-à-dire, ou bien vous comprenez en quoi, quand ça se passe bien, parce qu'évidemment, parfois ça se passe mal, le mariage est une sorte d'appareil à produire de la vie joyeuse, à rendre satisfaits les sujets désirants que nous sommes, à produire aussi de l'éthique. Et ça, alors peut-être je vais défendre cette thèse-là avant de passer aux autres questions. Je pense, enfin, j'en ai un peu marre du discours de la dérision sur le mariage, en fait, qui me semble être le discours dominant dans les médias, qui consiste à se moquer des gens mariés. L'autre jour, j'étais j'étais invité à un truc sur le mariage, on m'a parlé scène de ménage, salon du divorce, adultère, polygamie, etc. À la fin, j'en pouvais plus. Je dis, il n'y a pas que ça dans le mariage, je pense qu'il y a aussi de grandes et belles choses. Et alors, une thèse que je défendrais volontiers, c'est que le mariage est une microstructure qui rend bon les gens, enfin qui peut rendre meilleurs qu'ils ne sont les gens qui y sont pris. Je vais donner un exemple. Vous voyez, vous êtes marié. Bon, ne prends pas froid. Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour Noël? Ne conduis pas trop vite. T'as dit une bêtise, mais c'est pas grave, etc. Tout ça, c'est de l'éthique. Alors, c'est de l'éthique avec un tout petit E. D'accord? Mais l'éthique, ça commence par l'éthique avec un petit E, avant de venir à l'éthique avec un grand E. Si je veux dire des choses un peu méchantes, mais si on n'est pas capable de s'entendre avec un de ses conjoints qu'on a choisi, on est mal parti pour le vivre ensemble et la mixité sociale qui consiste à s'entendre avec beaucoup de gens qu'on n'a pas choisis. J'ai l'impression que l'éthique avec un grand E, ça commence par l'éthique avec un petit E. Et que le mariage est, entre autres lieux, un lieu où s'exerce de façon privilégiée, justement, l'éthique avec un petit E, avec toutes ses vertus, mais j'utilise le terme à dessein, que sont la sollicitude, la bienveillance, l'attention à l'autre, la patience, l'indulgence simultanée et réciproque, etc. Donc je défendrai volontiers la thèse que le couple est un appareil à améliorer ceux qui sont engagés, enfin, quand ça se passe bien, parce qu'évidemment ça peut dysfonctionner. Et si je peux me permettre un témoignage, vous voyez, moi, par exemple, alors, mais il faut considérer que pardonner, c'est bien. On va postuler ça.
d'accord, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais moi je postule que pardonner c'est bien. Moi, je pense que j'ai appris à pardonner en étant marié. C'est-à-dire qu'avant d'être marié, ou bien quand je pardonnais, c'était pour des peccadilles, et quand c'était autre chose que des peccadilles, je ne pardonnais pas. Il s'est trouvé que, étant marié, je me suis retrouvé parfois, bon, alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais dans des situations qui n'étaient sans doute pas exactement des peccadilles. Je m'étais engagé à aller aussi loin que possible avec mon épouse, je m'y suis toujours engagé, et donc j'ai été en quelque sorte forcé de pardonner. Et je pense qu'en ce sens-là, enfin, un peu comme dans les tragédies de Racine, les héros sont forcés d'être héroïques. C'est pas de la vertu, ils se trouvent pris dans des espèces de pièges structurels qui font qu'ils ne peuvent pas se comporter autrement qu'en étant héroïques. Moi, le mariage a fait que je me suis retrouvé une ou deux fois dans une situation où je ne pouvais pas faire autrement que de pardonner. Et d'une certaine manière, le mariage a fait sortir de moi un truc dont je crois qu'il est bon, mais qu'on ne serait pas sorti tout seul, quoi. Et ça a été pour moi un appareil qui, me semble-t-il, je prends cet exemple-là, je pourrais en prendre d'autres, exaucé, enfin rehaussé éthiquement parlant. Et j'en suis sorti. Alors, vous allez me dire, il y en a qui m'ont connu plus jeune, j'avais une bonne marge de progression, mais je pense que j'en suis sorti, ou j'en sors un peu meilleur que j'étais quand j'ai commencé. Et en ce sens-là, c'est une structure dont je défendrai l'éventuelle bonté. Allez, changeons de tourmenteur. Oui, je vais être plus modeste comme tourmenteur. Puisque j'ai été identifié comme le responsable du mauvais titre, je vais aggraver mon cas. Mais c'est aussi un peu à cause de vous, parce que votre livre est en fait plein d'humour. Et c'est pas du tout un livre ennuyeux. Moi, j'ai même ri beaucoup en lisant votre livre, ce qui n'est pas courant en lisant le livre d'un philosophe. Vous donnez des conseils extrêmement intéressants. Par exemple, il y en a un qui est pour garder son conjoint en état de fraîcheur, de sourire et en bon état. Il n'y a qu'une seule solution le soir du mariage, c'est de le congeler. J'ai trouvé ça assez savoureux. Et si vous étiez conseiller conjugal, ce que vous n'êtes pas, mais vous seriez sans doute le seul qui conseille la lecture de Descartes quand on a des problèmes de couple. Donc c'est quand même pas commun. Non, la question que je voulais vous poser, moi j'ai lu 2 livres en même temps, le vôtre et celui de Yasmina Reza, que vous avez peut-être lu, qui s'appelle Heureux les heureux, qui développe sur le couple pas tout à fait les mêmes positions que vous, qui vous énerveraient, je pense. Qui, en gros, elle dit, mais en fait, le mariage, c'est une vie qui est passée à recoller des morceaux, et que, comme toutes les choses sur Terre, les sentiments sont mortels, ils sont changeants. Et pourquoi l'amour devrait-il être un sentiment éternel ? Alors, tout d'abord, je vous prie de m'excuser pour ce que pu avoir éventuellement de maladroit ma remarque initiale sur le titre. Vous avez compris que c'était pour éviter les malentendus, mais autrement, il est rigolo ce titre. Il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi est-ce que l'amour... en fait, vous êtes en train... Votre question... Vous énervez pas, mais vous êtes en train de donner en plein dans le panneau, là. C'est voulu. Hein. Bien sûr que l'amour est un sentiment changeant. Ça évolue avec le temps. Alors, je pense qu'une des illusions fondamentales qu'on est en train d'essayer de nous vendre, notamment dans l'ère du temps médiatique, c'est que l'amour, c'est et ça ne peut être que la passion, d'accord ? Que la passion, comme chacun le sait, ou l'amour, ça dure 3 ans. Frédéric Beigbeder. D'accord ? Alors, on n'a pas attendu Frédéric Beigbeder pour savoir que l'amour et la passion, ça durait 3 ans. 3 ans, c'est aussi la durée d'efficacité du filtre que Tristan et Iseult ont bu, selon la légende. Donc, sans doute depuis un bout de temps. C'est vrai que la passion amoureuse, ça ne dure pas très longtemps. Alors, soyons pas contrariants, disons 3 ans. Allez, d'accord ? Mais d'où est-ce que sort cette idée que l'amour, ça n'est et ça ne peut être que la passion ? La passion qui est quand même un état, alors sans doute agréable, mais qui rend aussi les gens un peu neuneux, il faut bien le dire. Enfin, j'ai un de mes collègues là, qui vient de retomber sous les feux de la passion. Bon, on attend que ça passe, parce que c'est terrible. Donc l'amour évolue.
Donc l'amour évolue, l'amour change, et heureusement. Alors après, ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est de décrire cette autre chose que devient l'amour quand la passion s'est en allée. Alors d'abord, je pense qu'il faut attention au discours normatif. Moi, je connais des couples qui sont très amoureux depuis très longtemps sans être passés par la casse-passion. Ça existe. Ça n'est pas une obligation, et on peut dire que la passion, quand elle est là, tant mieux, c'est le propulseur de la fusée amoureuse, le premier étage. Bon, ok, je veux bien. Après, évidemment, avec le temps, ça change et ça évolue. Alors, j'ai tenté, bon, elle est assez classique, la description que je donne de ce que devient le sentiment amoureux. Vous savez que le français est une langue extrêmement pauvre pour parler d'amour. On n'a qu'un mot pour dire j'aime les frites, j'aime ma femme. Bon, c'est. Voilà. Il y a des langues un peu plus riches. Alors en grec, notamment, vous avez 3 mots pour essayer de cerner ce qu'est le sentiment amoureux. Vous avez Eros. Alors Eros, tout le monde comprend ce dont il s'agit, c'est l'amour dans sa dimension sensuelle. Vous avez Agapé. Alors Agapé, c'est un mot qui est surtout présent dans l'univers du Nouveau Testament. C'est l'amour conçu comme don de soi à l'autre, avec la dimension sacrificielle qu'il y a là-dedans, ou le fait que dans l'amour, il y a aussi le désir d'améliorer l'autre. Alors, si vous avez l'occasion, bon, c'est un film un peu compliqué, un peu déstructuré de Terrence Malick, qui s'appelle À la merveille, mais qui est un fort beau film sur l'amour. À un moment, on entend en voix off un conseil donné à un personnage qui va épouser une femme, et la voix off dit « Tu n'épouses pas cette femme parce qu'elle est merveilleuse, tu l'épouses pour la rendre merveilleuse. » Pas mal. Pas mal. Donc ça, c'est pour Agapé. Et puis vous avez Philia. Alors Philia, c'est ce qu'on traduit d'habitude par amitié. Ça fait peut-être, pour les plus jeunes, ça fait peut-être un peu bizarre d'entendre parler d'amitié amoureuse, mais Montaigne parlait d'amitié maritale déjà. Et dans amitié, il faut entendre ce dont je vous parlais tout à l'heure. Estime réciproque, indulgence réciproque, bienveillance réciproque, souci du bien-être de l'autre, etc. Alors il me semble que l'amour conjugal, une fois passé les feux de la passion, c'est quelque chose comme un composé dans des proportions variables d'Eros, de Philia et d'Agapé. Je ne suis pas en train de vous faire une histoire du couple. Je ne vous dis pas ça commence par Eros et puis ensuite ça passe par Philia et ça se termine par Agapé. Je suis en train de vous dire l'amour conjugal tel qu'il peut se développer, croître et se stabiliser. C'est quelque chose comme un composé, dans des proportions variables suivant les couples et suivant aussi les époques de la vie, sans doute, de ces 3 éléments-là. Si je peux ajouter un truc à monsieur, enfin en pensant à monsieur Becbédé ou peut-être à Yasmina Reza, si je vous ai bien compris, c'est qu'il me semble, enfin ça c'est ma propre expérience, que l'amour conjugal ainsi défini est quelque chose de beaucoup plus riche et, comme on dit dorénavant, de beaucoup plus épanouissant que la simple passion, qui est un sentiment assez brutal et dénué de subtilité, quelque agréable soit-il. Non, je vais insister encore un peu. Cette idée du couple qui doit effectivement durer toute une vie, etc. Mais dans les motifs de séparation, il n'y a pas que des conflits. Il y a des séparations aussi qui se passent bien, qui sont en fait, qui se séparent parce qu'il y a une fin. C'est-à-dire qu'on peut aimer tellement le couple qu'on peut en vouloir plusieurs finalement dans une vie, et qu'on peut avoir. Et on a aujourd'hui des gens effectivement qui se marient, qui ont des enfants, qui élèvent leurs enfants normalement, etc., qui ont le sentiment sans doute d'arriver au bout de quelque chose et qui recommencent et qui refont un deuxième couple, alors peut-être demain un troisième. En fait, il y a une espèce de multiplication des couples, ce qui peut battre en brèche un peu l'idée de cette continuité ou éternité du sentiment. Ouais, alors après, moi je suis pas là pour dire du mal des gens, non, mais et des modes de vie. Donc je laisse à d'autres que moi le soin de faire l'éloge des mariages multiples, du polyamour, de la vie en communauté libérée de tout tabou, du donjuanisme, etc. C'est des formes de vie qui existent, donc il ne faut pas nier. Bon, pourquoi pas. Après, alors, dans ce que vous dites... Mais je tombé dans un autre panneau. Non, je ne veux pas charger la barque. Et à nouveau, je veux pas être blessant inutilement, mais bon, il se trouve que pour écrire ce livre, alors d'abord, je pense quand même qu'on peut tenir que la quasi-totalité des séparations sont des échecs. Je connais très peu de gens
qui se sont engagés sur le chemin du mariage en se disant dans 20 ans on arrête, ça peut. On peut concevoir ça. Mais généralement, c'est quand même l'échec d'un projet de vie commun. Bon, on peut dire c'est pas grave, c'est pas dramatique, mais enfin, voilà, c'est pas une réussite. Bon, c'est la première chose que je dirais. La deuxième chose que je dirais, c'est que alors, pour écrire ce livre, j'ai été rencontrer un petit peu des psys, des travailleurs sociaux, etc. Et oui, les divorces qui se passent bien, sans doute ça existe, mais il n'y a quand même pas que ça. Il y a quand même beaucoup de tristesse, beaucoup de misère, beaucoup de détresse psychologique sans doute, mais matérielle aussi. Il ne faut pas oublier que ça met souvent les gens dans des situations extrêmement difficiles, matériellement parlant. Et donc, alors, là encore, j'avance avec prudence, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un discours médiatique du divorce qui se passe bien ou qui doit bien se passer, qui masque un peu tout un continent sombre de souffrance, etc., voire qui en complique l'expression. C'est-à-dire qu'il y a une forme de normativité télévisuelle, on va dire. Il vous dit, oui, le divorce, c'est très rigolo, ça se passe bien, les familles se recomposent sans difficulté, etc. Et ça doit se passer comme ça chez vous. Et si ça ne se passe pas comme ça chez vous, c'est que vous n'êtes pas dans le moule. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de souffrance. Et après, alors, en laissant à d'autres que moi le soin de faire l'éloge du polyamour, de la vie en communauté libérée de tout tabou, des mariages multiples, etc., je voudrais défendre la beauté qu'il peut y avoir dans l'idée d'un mariage pour la vie, alors au sens qui dure toujours, au sens où je trouve que c'est tout simplement un beau projet ambitieux, que dans la vie, c'est pas mal d'avoir de l'ambition. Alors c'est sûr que des projets comme ça, on n'en fait pas 50. Hein. Si on se donne ce projet-là, il faut en faire quelque chose de précieux et en prendre soin. Mais voilà, le projet d'apparier deux mammifères supérieurs très hautement organisés, peut-être parmi les choses les plus complexes que l'évolution ait produites, en les faisant avancer autant que possible de façon synchrone, en étant heureux et en allant aussi loin que c'est possible dans cette voie-là, me semble un projet qui mérite d'être défendu. À nouveau, je ne dis surtout pas que c'est le seul projet de vie envisageable. Il peut connaître des échecs. Alors, je suis en train de vous parler d'une sorte de défi, hein, de défi lancé au temps qui défait, aux forces de destruction qui sont à l'œuvre dans notre monde. Donc il est normal qu'il y ait des échecs. Il serait évidemment terrible d'en rester sur un échec. Donc j'entends très bien que des gens se lancent dans de nouvelles unions, etc. Et ça va dans votre sens finalement, puisqu'il recommence finalement la même chose. Enfin, c'est ni du polyamour, ni de l'échangisme, ni quoi que ce soit. Enfin, c'est l'idée que j'ai eu un couple et je peux en avoir un deuxième, voire un troisième de même nature finalement que ce que vous décrivez. Oui, sauf qu'il ne sera pas unique. On perdra l'unicité, mais bon, voilà, pourquoi pas. Bien, je pense qu'on va pouvoir donner la parole à la femme. Il y a une dernière question qu'on aurait aimé poser, mais elle n'est pas là. On aurait pu lui demander qu'est-ce qu'en pense votre femme, mais comme elle n'est pas là, on aurait pu lui poser la question. Elle lit toujours mes livres avant publication. Bien, bah écoutez, qui veut questionner, objecter, témoigner Madame. Attendez, on va vous passer le micro. Oui. Bon, moi j'adhère assez à ce que vous proposez. Cela dit, on est plutôt assez âgés dans la salle. Et par contre, on a tous plus ou moins des enfants trentenaires ou autres. Et puis même, nous-mêmes, on peut avoir un parcours plus compliqué. Moi, ce qui m'interroge pas mal, et je trouve que ça manque dans votre présentation, dans le bouquin, j'en sais rien, c'est d'évoquer la situation et l'affect et l'espérance ou pas de jeunes qui s'installent ensemble. Nous, on trouve ça très bien, les parents, on est contents. On est contents, sauf que ils seront confrontés aux difficultés que vous avez évoquées. Ils n'ont pas d'engagement explicite. Et ça, je trouve que ça pose question au-delà enfin, vraiment, à la société, à nous en tant que parents, moi, par exemple. Les enfants arrivent, bon, on n'a pas d'argent pour fêter un mariage, et les mariages, au fond, on s'en fout, etc. Et puis, ils sont super, a priori, ça va bien, mais
il n'y a pas. Pourquoi sociologiquement et comment on peut envisager sereinement cette histoire que les jeunes, ils sont très sincères, ils sont même très bien, mais ils n'envisagent pas l'engagement. Et qu'est-ce qu'on peut en dire qui ne soit pas de type moralisateur, qui soit de type quand même espérance, puisque moi j'espère qu'ils vivent une vie entière ensemble, ça. Mais je ne veux pas les matraquer. Hein. Et je trouve qu'il faut qu'on en parle parce que c'est massif. Alors, j'entends très bien votre question, hein, je suis tout à fait sensible à ça. Deux choses qui enfin, alors je crois que d'abord, les jeunes, mais ce ne sont pas les seuls, sont un peu naïfs. Souvent lorsqu'ils s'installent ensemble avec cette idée qu'il suffit de s'aimer pour que ça tienne, etc. Après, malheureusement, je dirais que les jeunes aujourd'hui sont un peu désespérés. En fond, alors moi j'ai rencontré au propos du livre il y a quelques semaines de ça des jeunes entre 20 et 25 ans. La question qui est sortie en tout début de séance, c'était mais à quoi ça sert de se marier si c'est pour divorcer ? Et on a passé la soirée à tourner autour de ça. Hein. J'ai une collègue là, qui me racontait qu'elle a donné une rédaction à des élèves de 3e en collège. C'était à propos d'un personnage adolescent. Et elle avait demandé à ses élèves d'imaginer le futur de ce personnage. Et le portrait type qui ressortait des rédactions, c'était travaille dans les médias, aura une belle voiture, se mariera à 30 ans et à 40 ans divorcera. C'est ça l'image que les jeunes ont de la conjugalité, et je dirais c'est ça l'image que, je parle aux plus anciens et je m'inclus dedans, nos générations sont en train de donner aux jeunes générations de la conjugalité. C'est cette image-là qu'ils en ont. Donc là, je pense qu'il est urgent de les sortir de ce discours de la résignation, ou de cette espèce de résignation qui est spontanément la leur, mais il est urgent de les en sortir par des arguments non moralisateurs. Alors c'est là-dessus que je reprends votre question, c'est-à-dire, ça j'ai expliqué tout à l'heure ce que j'en pensais, et je l'ai réexpliqué tout à l'heure, j'ai essayé de l'expliquer dans le bouquin, ou bien on est capable d'expliquer à nos jeunes en quoi vivre ensemble à deux, au long cours, voire toute la vie, c'est un beau projet qui peut les rendre heureux, et à ce moment-là, la chose redeviendra désirable, ou bien nous sommes au manque d'arguments, et à ce moment-là, c'est pas trop la peine, on ne peut pas les y pousser sur le mode de la contrainte. Voilà. Donc, il faut, à propos des jeunes gens dont j'ai l'impression que vous me parlez, il faut que mon conseil, ce serait essayer de leur expliquer en quoi vivre à deux, ça peut être un projet de vie envisageable et souhaitable. Et alors là, je crois de plus en plus au rôle du témoignage. Et je crois de plus en plus au rôle des vieux couples, en fait. J'ai remarqué, moi, quand je parle avec des jeunes, ça se passe pas toujours très bien, je suis encore trop près d'eux. En revanche, si vous leur amenez des papis, des mamies de 70, 80 ans et tout, qu'on réussit à traverser les épreuves de la vie, il y en a, ça fait rigoler, il y en a qui ne doivent pas être très loin de cet âge-là, dans la salle, ouais. Qu'on réussit à traverser les épreuves de la vie, ces gens qui ont réussi, au sens fort de l'expression, à faire l'amour, c'est-à-dire à le tisser, à l'instituer, à le constituer. Ces gens-là, enfin, on en connaît tous, ils rayonnent. Ils rayonnent, il émane d'eux quelque chose qui dit que voilà, ce qui aux yeux de nos contemporains apparaît pour beaucoup comme une traversée de l'impossible est réalisable et en plus dans la joie. Et donc cette dimension de témoignage des couples établis et à qui les circonstances de la vie ont donné de pouvoir tenir. Parce que je voudrais quand même dire ça, on n'a pas précisé mon état civil, peut-être j'aurais dû le faire en commençant, je suis marié depuis 22 ans, et je ne fais pas le malin. Je ne fais pas le fanfaron avec mes 22 ans de mariage, parce que j'ai tellement vu mes copains se séparer et divorcer, qu'une des questions qui m'habitent, c'est à quand ton tour, hein.
D'accord, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est pour essayer de répondre à cette question aussi. Donc je ne fais pas le malin et je ne m'érigerai pas, ni mon épouse ni moi, en couple témoin. En revanche, j'en connais des couples témoins et je pense que pour des jeunes gens, la fréquentation de ce genre de vieux couples a déjà avancé sur le chemin de la vie commune et qui ont réussi à tisser quelque chose peut être profondément bénéfique. Une autre intervention ? Oui, il y a des mains qui se lèvent. Moi, ce qui m'étonne dans votre façon de voir la vie conjugale, je regarde au-dessus de ma tête, c'est de ne pas parler du tout de la famille. Parce que la vie de couple, bon, ça, tout le monde y arrive. Mais après... Le mariage, pour moi, ça, tout de suite, ça évoque la famille et donc les enfants. Et quand on parle du divorce, bon, quand le couple n'a pas d'enfants, on dit en général, bon, bah, chacun reprend ses billes, il repart dans la vie, il n'y a pas de problème. Le problème, et vous avez parlé de difficultés, de malheur un peu, vient justement de la présence des enfants. Et quand vous parlez du bonheur du couple, souvent, c'est quand même le bonheur d'avoir des enfants, de les élever, de les voir grandir, puisque nous sommes effectivement assez avancés en âge, d'avoir aussi des petits-enfants, enfin, etc. Alors, une autre question, je voudrais savoir si vous avez une statistique sur, en ce qui concerne le divorce, si ce sont plutôt les femmes qui demandent le divorce ou plutôt les hommes. Voilà. Alors, une petite remarque. Je viens souvent écouter des conférences de questions publiques et c'est la première fois que je vois autant de femmes assister au débat. Mais ça, c'est en raison de la personnalité de l'intervenant. Alors, la statistique d'abord, et puis les enfants après. Je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais oui, les femmes sont à l'initiative de la majorité des divorces. Voilà, ça c'est... bon. C'est un constat, c'est pas... Alors, sur la famille, vous avez raison. Vous avez raison. Alors, cela dit, moi, j'ai évité autant que possible de faire dans le normatif. Donc, je ne suis pas là pour dire aux gens faites des gosses. Après, je pense que dans l'optique du mariage comme appareil à produire de la vie bonne que j'ai tenté de défendre ce soir, je serais tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'une des belles choses qui se font en couple, ce sont des enfants, d'accord. Qu'est-ce que je pourrais défendre ? Vous voyez, je ne veux surtout pas être dans l'optique obligation, il faut faire des gosses, etc. Qu'est-ce que je pourrais dire, moi, sur les joies que m'ont apporté mes enfants ? Par exemple, un truc dont j'ai toujours eu peur dans ma vie, moi, c'est de m'ennuyer. Quand j'étais adolescent, j'ai connu l'expérience de l'ennui. Mais alors vraiment, l'ennui lourd, collant, pénible, un truc des après-midi entières à regarder le plafond de ma chambre. Et je m'étais dit, il faudrait que tu trouves un moyen pour ne plus t'ennuyer quand tu seras adulte. Et alors, ce moyen, je l'ai trouvé, ça s'appelle des enfants. Depuis que j'ai des enfants, je ne m'ennuie jamais. Alors, je vais de surprise en surprise, beaucoup de bonnes, quelques mauvaises, je ne le cache pas, mais l'ennui a totalement disparu de ma vie. Donc, dans l'optique, cherchons ce qui permet d'intensifier l'existence, de la rendre bonne, etc., je serais tout à fait d'accord avec vous et j'encouragerais volontiers les jeunes qui se marient à faire des enfants. Cela dit, vous savez que si faire des enfants, c'est une des injonctions de l'Église catholique aux gens qui se marient selon le rite catholique, ça n'est pas une des injonctions de la République aux gens qui se marient à la mairie. Nulle part dans le Code civil, on ne vous demande de vous engager à faire des enfants. Donc c'est un trait qui différencie le mariage civil. Ça n'empêche pas après les gens de prendre des décisions à titre privé, etc. Mais quand vous vous mariez à la mairie, vous ne vous engagez pas à faire des enfants. Pardon ? Oui, mais on n'est pas obligé de le remplir. Non, mais dans les articles du Code civil qui définissent, vous vous engagez à fidélité, respect, secours et absistance, mais vous ne vous engagez pas à faire des enfants. Après, alors, couple et famille, c'est pas le même sujet.
Donc là, c'est un livre sur le couple, c'est pas un livre sur la famille. Je dirais quand même que, en repartant de notre point de départ ce soir, notre point de départ, donc, cette idée qu'aujourd'hui, si un couple vit ce que les statistiques lui laissent espérer, ça peut durer entre 50 et 70 ans de vie commune, d'accord ? Là, l'horizon a radicalement changé par rapport à nouveau au XVIIe ou XVIIIe siècle. XVIIe siècle, vous mariez à 20 ans, vous faisiez des enfants, vous les éleviez, à 40 ans, vous mouriez. Et l'ensemble de votre vie conjugale s'était développé avec la présence d'enfants à vos côtés. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Aujourd'hui, la vie d'un couple au long cours, c'est une vie qui, dans sa plus grande partie, se passera sans enfants présents au foyer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas présents autrement par les petits-enfants, etc. Mais je pense que si on veut penser ce que c'est que l'existence complète d'un couple aujourd'hui, on est obligé de la penser également dans ces moments de la vie, alors en admettant qu'on se reproduise vite, moi je veux bien, mais où il n'y aura plus d'enfants à la maison. Et ça, pour la majorité des couples, c'est devenu une réalité, c'est même devenu la plus grande partie de ce qu'ils ont à faire, d'où l'intérêt d'écrire aussi sur le couple, ce qui bien sûr ne signifie pas que le sujet de la famille ne soit pas intéressant. Madame. Oui, ma question était complémentaire de la première, à savoir le plaidoyer pour le mariage. Madame a parlé du couple, et en quoi le mariage, qui est un engagement a priori de vivre ensemble longtemps, si possible pour la vie, apporte quelque chose à la vie de couple. C'est-à-dire qu'il y a dans le mariage, il y a autre chose que la vie de couple. Et c'est un engagement. Donc, en quoi cet engagement peut transformer la vie de couple, puisque plaidoyer pour le mariage. Oui, alors tout dépend à quoi vous vous engagez. Alors, on peut imaginer un couple comme ceux qu'évoquait Madame tout à l'heure qui décide de s'installer sans engagement. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus dans le mariage ? Il y a d'abord une dimension publique. C'est un acte public. Bon. Et en plus, on s'engage à certaines choses. Alors, si vous vous mariez à la mairie, par exemple, vous vous engagez à fidélité, secours, respect et assistance, et à former une communauté de vie. C'est les articles 216 et suivants du Code civil, donc ça n'est pas rien. Voilà ce que le mariage ajoute au titre d'engagement à une relation qui serait pas prise dans ce cadre-là. Si en plus vous vous mariez à l'église, alors vous rajoutez... vous savez, on dit souvent les 4 traits qui définissent le mariage catholique. Alors il y en a qui lui sont communs avec le mariage civil, hein, la liberté et la fidélité, mais on rajoute souvent la fécondité et l'indissolubilité. Donc, enfin, pas souvent, on rajoute la fécondité, donc l'engagement à avoir des enfants, et l'indissolubilité, l'engagement à ce que ça dure, enfin à ce qu'il n'y ait qu'un coup, en fait, à ce que ça soit dans le lexique des jeux vidéo de mes enfants un one-shot. Hein, on a un coup. Bon. Voilà, donc voilà ce que le mariage ajoute à une simple relation amoureuse. C'est un cadre dans lequel on choisit de déployer. Alors, on peut l'ajouter peut-être autrement. On peut faire des serments privés. Personne n'en est empêché. Je fais partie des gens qui pensent que la solennisation d'un serment, la publicité donnée à un engagement, le fait que ce soit devant les témoins, etc., solidifie la chose et lui donne davantage d'enjeux. Donc là encore, c'est sans doute, à mes yeux, ne pas être naïf, c'est accepter de marier l'amour et les règles, c'est-à-dire d'essayer de déployer l'amour, dont on est bien d'accord qu'il est aujourd'hui au point de départ de la quasi-totalité des mariages, dans des cadres qui sont des cadres qu'on nous propose et qui sont éprouvés. Alors pour nous modernes, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à accepter, hein, c'est l'idée que nous n'allons pas tout inventer nous-mêmes. Que la société ou un appareil institutionnel comme l'Église nous propose des cadres tout faits
pour déployer nos sentiments. Ce à quoi on pourrait répondre que justement ces cadres ont déjà fait preuve de leur viabilité, au sens où ils ont été éprouvés par nos prédécesseurs en humanité, et que c'est peut-être une raison pour s'y intéresser. Après, nous sommes en France dans les années 2010, personne n'est forcé de se marier. Personne n'est forcé, enfin, ou pratiquement personne n'est forcé de se marier. Donc, il n'y a pas de difficulté. On accepte de jouer certaines règles de certains jeux qu'on nous propose, le jeu du mariage à la mairie, le jeu du mariage à l'église, etc., ou on ne l'accepte pas. Ça, c'est un choix qui revient à chacun. Monsieur. J'ai bien aimé votre idée, votre concept de diable aussi. Bon, je trouve que c'est intéressant, c'est, je dirais, novateur dans un roman, dans un ouvrage de philosophe. Ce que je voudrais savoir dans ma question est la suivante, c'est ce diable comprend un certain nombre de choses. J'emploie le terme de choses à bon escient. Et je voudrais savoir quel est le poids, à votre avis, dans ces choses, de l'argent, dans la vie d'un couple. Alors, je ne suis pas conseiller conjugal, donc je ne veux pas me risquer à donner de conseils trop précis. Je fais partie des gens qui se méfient de l'argent. J'ai consacré un chapitre dans ce niveau-là. Quelle doit être la place de l'argent dans la vie d'un couple? Ça, je n'en sais trop rien et je pense que c'est à chacun de faire sa tambouille. J'ajouterais en étant éclairé. C'est-à-dire, je crois pas mal à la fréquentation de vieux sages qui vous donnent des conseils pour vous aider à vous orienter sur le chemin de l'existence. Là où je serais plus affirmatif, c'est je pense qu'il y a actuellement une... Enfin, alors, je vais faire quelque chose de pas très original, je vais critiquer le capitalisme. Voilà, ça va. Mais bon, je pense qu'il y a actuellement un déchaînement des puissances d'argent qui fragilise le couple. Là, il ne faut pas être naïf là-dessus. Il y a un certain nombre de gens qui ont intérêt à ce que les gens se marient. Business du mariage, c'était dans Ouest France l'autre jour, la source n'était pas citée, 5 milliards d'euros par an. Juste les festivités, hein, les listes de mariage, etc. Bon. Il y a un certain nombre de gens qui ont intérêt à ce que les gens divorcent. Il y a un business du divorce. Tapez divorce sur Google en rentrant chez vous, vous verrez. Il y a des gens qui en vivent. Il y a des salons du divorce. Vous avez des détectives, des avocats, des gens qui font des tests de paternité. Tout comme il y a des listes de divorce, il y a à présent des listes de mariage. Pardon. Ouais, c'est l'inverse. Tout comme il y avait des listes de mariage, il y a à présent des listes de divorce. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de gens qui vivent de tout ça. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont en train d'essayer de faire de l'argent sur le mariage et sur le divorce des gens. Et comme, évidemment, le nombre des gens qui sont susceptibles de se marier et de divorcer n'est pas infini, je crois que l'intérêt bien compris d'un certain capitalisme décomplexé, c'est que les gens se marient et divorcent plusieurs fois dans leur vie. Or, c'est précisément ce qui est en train de se passer sous nos cieux. Et je me demande si on ne peut pas interpréter ce qui est en train de se passer sous nos cieux comme le triomphe du capitalisme dans le champ matrimonial, si on veut être un peu cynique. Donc, ce que je dirais à un couple dans ses rapports à l'argent, c'est méfiez-vous un peu. Méfiez-vous un peu. Après, si jamais vous me faites l'honneur de vous intéresser davantage à ce que je peux penser, je ne peux pas vous répondre comme ça, il faut qu'on prenne un café ensemble et puis on en discute, quoi. Mais bon, oui. Monsieur Moreau, bonsoir. J'ai une question, mais alors comme je viens d'arriver, peut-être que vous y avez déjà répondu. Donc dans ce cas, n'hésitez pas. On va voir. À m'envoyer paître. Ça tombe bien, vous parlez du business du démariage. Il y a effectivement un énorme business autour du démariage. Le divorce par consentement mutuel coûte cher, alors que normalement, ça ne devrait pas coûter si cher. Juridiquement, c'est très simple. Les avocats ont très peu de travail à faire sur un divorce par consentement mutuel, et pourtant, ils le vendent cher. Ça fait tourner le commerce de l'avocature. Alors, j'ai une question à vous poser, une question normative. On a d'un côté
la perspective d'un divorce devant notaire, qui n'est forcément pas très enthousiasmante, surtout si on est attaché au rite, puisque le divorce devant notaire, ça sera forcément un divorce un peu cheap, un divorce où il n'y aura pas beaucoup de solennité. Déjà que devant le juge aux affaires familiales, il n'y en a plus beaucoup, mais alors devant le notaire, encore moins. J'imagine, mais peut-être allez-vous me détromper, que vous n'êtes pas trop favorable à cette perspective de réforme législative. Néanmoins, ça aurait le mérite de diminuer le coût du divorce. Or, on a aujourd'hui une vraie inégalité sociale devant le divorce, puisque si on est pauvre, le coût du divorce, y compris par consentement mutuel, c'est loin d'être négligeable. Alors que si on est riche, bon, on peut se le permettre. Donc on a là deux valeurs qui s'affrontent, les valeurs de la vie conjugale d'une part et de la protection qui s'impose à leur égard par le rituel, mais il y a les valeurs d'égalité, et vous avez raison de vous méfier de l'argent, mais là, on est obligé de se colter la question. Alors c'est une question de Monsieur Colson qui pense mal. Il pense mal, c'est normal, c'est un de mes anciens étudiants, donc il a l'esprit rotor. Non mais t'as raison. Il est question, effectivement, le divorce par consentement mutuel coûtant cher, de faire passer ça devant les notaires. Alors, je pense que tu as raison ponctuellement sur le fait qu'il y a une inégalité dans le fait que le divorce... Et encore, tu t'en es tenu à la procédure, mais c'est après que c'est compliqué. Hein. Quand un couple se sépare, il faut pouvoir racheter à deux tout ce qu'on avait pour un. Donc il faut racheter des casseroles, une voiture, etc. Et ça met les gens dans des situations de misère terribles. Bien sûr que tu as raison. Donc je pense qu'il faudrait trouver une solution pour que financièrement et devant la loi, les gens qui divorcent soient à peu près égaux. La solution serait sans doute de baisser les frais. Après, sur le fond, je suis absolument pas d'accord avec ce que tu as dit là. Alors, je vais essayer de t'expliquer pourquoi. On peut remonter aux années 70. Les années 70, 30 000, 40 000 divorces par an dans les années 60, et puis soudain, explosion. Et là, il s'est passé un phénomène. Alors, à nouveau, être philosophe, c'est apprendre à s'étonner un petit peu. En une dizaine d'années, le nombre des divorces a brutalement augmenté. Et qu'a fait la puissance publique face à ça ? Rien, pratiquement. On peut imaginer un autre monde, alors je ne dis pas qu'il serait souhaitable, mais je dis qu'il était possible, où dans les années 70, l'État, alors l'État-providence, comme on dit, mais moi c'est une expression que j'aime bien, je trouve que c'est très bien que l'État soit provident, donc je ne dis pas ça comme une critique, mais aurait dit, attention, là il y a un problème. Il y a un problème, une institution importante est en train de se fissurer et on va essayer d'intervenir. Alors mollement, pas en empêchant les gens de divorcer, mais on aurait pu imaginer qu'on crée des postes d'assistants conjugaux, des maisons du couple pour aider les gens qui n'aillent pas bien, qu'on fasse un divorce-ton pour collecter des fonds. Bon, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Non seulement rien, mais en plus, on a facilité les choses. On a facilité les choses, c'est-à-dire qu'on a créé le divorce par consentement mutuel en 1975, et puis après, on a diminué le nombre d'audiences nécessaires devant le juge pour pouvoir divorcer, etc. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? On a fait ça parce qu'aujourd'hui, on conçoit que la loi doit accompagner les mœurs. Il y a l'idée, puisque les gens divorcent, on entérine, et tant qu'à entériner, autant faciliter. C'est pas la peine de leur compliquer un petit peu. Mais là, alors je vais dire quelque chose d'un peu déplaisant à nos oreilles de modernes. Je ne suis pas sûr que la puissance publique ait agi comme elle aurait pu le faire. Et on peut rêver d'un monde où, sans bien sûr empêcher les gens de se divorcer, ou sans bien sûr interdire le divorce, etc., la puissance publique aurait légèrement compliqué les procédures pour amener les gens à réfléchir, et puis les aurait aidés à réfléchir, etc. Tu es juriste, Renaud, tu sais très bien que plus on tient à une institution, plus on rend compliqué les procédures pour la changer. Voilà. Si la puissance publique avait davantage été attachée au mariage dans les années 70, elle aurait sûrement montré davantage de sollicitude vis-à-vis de cette institution en train de se fragiliser, et peut-être elle aurait pu
au lieu de faciliter, d'accepter comme allant de soi l'idée qu'il faut faciliter, maintenir la difficulté, voire compliquer légèrement. Je ne sais pas si ça aurait été une bonne idée, mais voilà. Tout ça pour dire que, bien sûr, qu'il y ait une inégalité financière devant les actes judiciaires du divorce, c'est quelque chose qui paraît ennuyeux et dont on peut imaginer qu'on essaie de le contrecarrer, qu'en revanche il faille à tout prix et à tout craint faciliter le divorce, me semble une autre idée et beaucoup plus discutable. Une autre prise de parole vers le fond de la salle, et puis ensuite on viendra devant. Oui, allez-y. Et il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui manque un petit peu dans votre discours, à moins que vous n'en ayez effectivement parlé au début, puisque moi je n'étais pas non plus présente. C'est quand même, pour moi, la grande césure qui s'est passée, alors ça s'est pas passé du jour au lendemain, mais entre deux statuts du mariage quand même. Le mariage, je dirais, comme institution sociale, pendant des siècles, le mariage n'était pas fondamentalement, je dis bien, lié à une relation d'amour, ni même essentiellement à une relation de couple. C'était une institution sociale qui se situait dans le cadre de la famille et de la transmission, disons, de la filiation et de la transmission des biens. Enfin, c'était quand même, il y avait tout cet aspect qui était fondamental. Et petit à petit, alors bon, on peut voir une évolution, grosso modo, qui se fait jour à partir du XVIIIe siècle, etc. Même Rousseau, enfin bon, qui commence un petit peu à faire émerger la question, disons, du sentiment. Et je pense que quand même, c'est quand même ce passage qui a interrogé, dans la mesure où le mariage... On a parlé, madame, au début de la lente invention du mariage d'amour. Ah, ok. Voilà. Bon, bah alors donc je ne reviens pas non, mais vous avez... Je souscris à tout ce que vous avez dit, mais nous en avons parlé. Voilà. D'accord. Donc ça change complètement le statut, et c'était quelque chose qui, à mon avis... C'est même présenté dans le livre de Denis Mureau comme la première cause des divorces aujourd'hui. Bon, alors Il y avait une demande d'intervention devant, là. Ah, oui, excusez-moi, j'interviens rapidement. Oui, j'avais été surpris que vous ne parliez pas des enfants, et la question de notre collègue était intéressante, parce que, à mon sens, alors je ne me place pas sur un terrain moral ou religieux, je suis athée, bon, enfin, c'est pas bon. Mais je considère que le divorce est devenu... Enfin, il y a une forme de consumérisme général. On a connu dans les années, je pense, 50, 60, des gens qui étaient fidèles à une marque de voiture, par exemple, ça existait, qui étaient fidèles à un mariage qui durait tout le temps. Et je connais aussi le cas de gens qui ont souffert, de ma génération par exemple, qui ont souffert de la mésentente de leurs parents, mais qui sont restés ensemble. Les parents sont restés parce que ça ne se faisait pas de divorcer dans certains milieux populaires en particulier, pas seulement populaires bien sûr, et puis aussi peut-être pour les enfants. Et aujourd'hui, il y a un aspect, vous avez un peu soulevé à travers les forces de l'argent, c'est l'aspect consumériste. Consumériste pour le mariage. On se marie, on fait des gamins, on divorce. L'école, c'est pareil, c'est pas bien, là, pof, une école privée, une école publique, enfin. Et là, c'est quelque chose d'assez choquant, mais c'est un phénomène de société qui donne l'impression que, comme pour les supermarchés, on peut aller, on change, quoi. On change d'opérateur téléphonique, on change de femme, de mari, on change, et les gamins, on s'en fout. Et ça, autant il n'est pas bon d'avoir un couple qui se déchire devant les enfants. Un couple qui se déchire, il peut aussi se déchirer parce que la vie parentale ne s'arrête pas le jour où la vie conjugale s'arrête. Mais en fait, il y a un vrai problème que j'entrevois là, que vous n'aviez pas tellement soulevé. Oui, alors, il y a deux questions, il y a deux remarques dans votre question. Il y a la première, dans les années 60, les gens qui sont restés ensemble parce que ça se faisait et qui, se faisant, ont fait souffrir leurs enfants. Alors, je tiens quand même à préciser que je fais partie des gens qui considèrent qu'il y a des cas où la séparation est parfaitement légitime ou justifiée. Enfin, il y a des cas où la relation, nous connaissons tous des enfers conjugaux. Il y a des cas où la relation de couple devient tellement toxique et invivable pour l'un, pour l'autre ou pour les deux conjoints que la séparation est justifiée, voire salvatrice pour les conjoints ou pour les enfants. Après, alors, sur la description critique que vous faites de l'horizon contemporain,
ne sais pas si je la referai mienne de façon aussi catégorique que vous, mais sur le consumérisme et le jeu des puissances d'argent, ça, nous sommes bien d'accord. Je vais juste faire une remarque. Oui, ça m'a frappé lors de toutes les séparations pratiquement qu'on frappait, touchait mes proches, etc. Quand on en parlait à des gens, la question qui jaillissait tout de suite, c'était « Est-ce qu'il y a des enfants ?» Voilà, je vous laisse là-dessus. Oui. Oui. Si on fait de la science-fiction, ce qui est souvent plus réel que la réalité dans l'avenir, et qu'on imagine qu'il y aura de moins en moins de mariages et de plus en plus de divorces, par quoi peut-on remplacer le mariage? Peut-on parler d'union libre? Ah, la futurologie, c'est un exercice difficile, hein, toujours. Écoutez, je vais être moins hardi que vous. En préparant ce livre, j'ai lu quelques textes des années 1970, donc au moment où il y a eu le grand décrochage. On est passé de plus de 400 000 mariages par an à 250 000 assez brutalement. Et là, il y a un tas de gens qui ont écrit des tas de textes pour dire le mariage est mort. C'est foutu, dans 30 ans, ça n'existera plus. Et ça n'est pas ce qui s'est passé. Ça n'est pas ce qui s'est passé. Le nombre de mariages, je parle en France, hein, le nombre de mariages s'est relativement stabilisé aux alentours de 250 000 par an depuis la fin des années 90. Donc, moi, je ne tirerai pas de conséquences hâtives de ce qu'on constate actuellement, d'autant plus que vous voyez, dans votre question, quand vous dites il y aura de moins en moins de mariages et de plus en plus de divorces, on peut aussi très bien admettre qu'il y ait de plus en plus de divorces et de plus en plus de mariages parce que les gens se marieront plusieurs fois dans leur vie. Donc, voilà, ça me paraît une situation un peu compliquée. Je suis bien en peine de faire des prédictions. Après, ce qui me paraît vraiment menacé, mais alors contre le discours de la résignation, moi j'ai envie de me battre, de défendre ce en quoi je crois, c'est pourquoi en partie j'ai écrit ce livre. Ce qui me paraît vraiment menacé, c'est l'idée d'un mariage pour la vie, enfin qui dure pour la vie, comme toutes les formes d'engagement d'ailleurs, qui concernent une existence entière. Ça, je pense qu'effectivement, c'est très fragilisé en ce moment. Est-ce que c'est fichu pour autant? Écoutez, moi, je préfère ne pas le penser. Voilà. Dans votre livre, vous insistez notamment sur la préparation au mariage. Et vous dites que pour vous, pour ce qui concerne le mariage religieux, l'aspect et la période de préparation au mariage a été importante. Et vous dites dans votre livre, mais pour le mariage civil, peut-être qu'on devrait faire la même chose. Et qu'en fait, on manque de préparation au mariage. Oui, alors je pense... Moi, il se trouve que je me suis marié religieusement et j'ai eu la chance de bénéficier d'une préparation au mariage, c'est-à-dire il y a des gens fort sympathiques, notamment des couples que j'ai rencontrés, qui ont eu la gentillesse de consacrer du temps à nous recevoir, mon épouse et moi, pour nous aider un petit peu à réfléchir à ce qu'on s'apprêtait à faire. Et j'ai vraiment trouvé ça très bien. Parce que j'ai trouvé que ça nous aidait à prendre conscience des difficultés à venir, à essayer de les anticiper. Et dans l'image que prend l'Évangile, il me semble que c'est le moment où on a essayé de, peut-être, autant qu'on a pu, de bâtir sur le roc plutôt que de bâtir sur le sable ou sur la crème fouettée d'un gâteau de mariage, on va dire un truc tout mou et qui s'effondre tout de suite. En tant que catholique, j'ai également eu la chance de bénéficier d'un service après-vente, on va dire. C'est-à-dire que dans les années qui ont suivi mon mariage, on m'a proposé de participer à des groupes réunissant des jeunes foyers en train de réfléchir ensemble à ce qu'ils essayaient de mettre en route, etc. Et j'ai trouvé ça très bien. Voilà. Et donc je pense que je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas imaginer la même chose pour le mariage civil, qui est à nouveau une institution que je défends, que je trouve belle et nécessaire. J'ai l'impression que la plupart des temps, quand ils arrivent à la mairie, les gens découvrent ce à quoi ils s'engagent. On leur lit les articles du Code civil, mais la plupart d'entre eux ne savaient pas. J'ai l'impression aussi que la plupart donc je pense que des préparations au mariage civil, ça serait plutôt pas mal. Je crois d'ailleurs qu'il y a certaines mairies qui commencent à le faire, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour envoyer dans la série, on n'est pas forcément sur la route de la catastrophe, il y a aussi quelques bonnes nouvelles, par exemple celle-là. Je
je pense que ça ne serait pas nécessairement une mauvaise idée que les jeunes couples ou les couples récemment engagés sur la vie conjugale se rencontrent, je parle du mariage civil, se rencontrent pour discuter, parler ensemble, échanger sur leurs difficultés, etc. Et là, il y a un petit quelque chose à inventer. Je parle aux athées parmi vous, notamment, puisqu'il y en a qui sont dans cette situation-là, statistiquement majoritaire, je suppose. Là, je crois qu'il y a un truc à faire. Si on tient à l'institution mariage. Si on n'y tient pas, c'est autre chose. Plus globalement, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que je crois à l'efficace des communautés. Nous sommes des modernes, nous pensons de façon très individualiste, abstrait de toute relation de groupe, tout ça. Je pense que être pris dans des communautés qui soutiennent et qui portent, pour le mariage comme pour d'autres états de vie, est quelque chose d'extrêmement précieux. Oui. Oui, alors, la question que vient de poser mon voisin est importante, est très importante, parce que ça concerne beaucoup de gens. Et la réponse, on la trouve chez ceux qui ont connu les deux. Et croyez-moi, la majorité de certains de ces couples est surprenante. Parce que dans l'union libre, il n'y a pas d'engagement, on ne doit rien à l'autre. Et ça, c'est important. Et j'estime que lorsqu'on engage la vie d'une autre personne, on doit lui apporter des garanties. Parce que la fidélité peut exister chez l'un et chez l'autre, mais ce n'est pas toujours le cas. L'un s'estime toujours libre, mais pas forcément l'autre. Mais c'est une question importante. Mais la réponse existe. Vous faites des enquêtes chez ceux qui ont connu ou qui connaissent encore les deux, vous serez surpris. C'est plus un témoignage, une remarque, une question. Ça n'appelle pas de réponse, je pense, de ma part. Non, c'était seulement voilà. un témoignage, non. Une autre intervention, puis on va bientôt mettre un terme à notre soirée. Oui. Alors, ma question va être un peu provocante. Est-ce que vous ne pensez pas, comme je le pense, que la bagarre pour le mariage pour les personnes du même sexe a redonné une certaine aura au mariage et une certaine valeur au mariage? Et deuxième question subsidiaire, est-ce que votre livre que j'ai juste parcouru mais que je n'ai pas lu dans le détail est valable pour les mariés du même sexe? Alors, c'est rigolo parce que quand Thierry a dit c'est la dernière question... ou l'avant-dernière. Dans ma tête, il y a eu... Tiens, on n'a pas parlé du mariage pour tous. Mais voilà. Mais... non, mais bon, je vais pas, je veux dire de ce qu'on a pris l'habitude d'appeler le mariage pour tous. Voilà, je vais dire ça comme ça pour simplifier les choses. Alors, non, alors je pense que, comme le dit Spinoza, il faut toujours considérer les choses par le côté par lequel elles nous apportent un affect de joie. Et donc, première chose qu'on peut dire, c'est, d'une certaine manière, bonne nouvelle. Voilà qui a manifesté, alors que tout le monde disait que le mariage c'était foutu, ça n'intéressait plus personne, etc. Voilà qui a manifesté que beaucoup de gens s'intéressaient encore au mariage, les uns parce qu'il n'y avait pas accès et qu'ils souhaitaient y avoir accès, et d'autres parce que ils souhaitaient conserver sa forme, voilà. Mais actuel mariage, donc bon, c'était plutôt pas mal. Et en ce sens-là, moi je dirais merci Madame Taubira. Je suis pas sûr que ce soit ça qu'elle cherchait, mais elle a remis la question du mariage sur la place publique. Enfin, vous voyez, quand j'ai commencé ce livre, c'était avant toute cette histoire, et les gens me disaient « Ouais, mais qu'est-ce que c'est écrit sur le mariage, tout le monde s'en fout et tout ». En fait, je me suis retrouvé un peu pris dans l'actualité, donc ça, c'était plutôt bien. Deuxièmement, alors moi, j'ai bien aimé le moment mariage pour tous, parce que, alors, on élimine les extrêmes, donc les fémènes d'un côté, les fascistes de l'autre, bon, ça fait un petit peu de monde, mais entre ça, il reste encore plein de braves gens avec qui on peut discuter. Et pendant 6 mois, la France entière s'est emplâtrée sur le mariage. C'était quand même bien. Plutôt que de discuter, je ne sais pas quoi, du dopage des cyclistes, le vrai salaire des cadres, enfin tous ces sujets qui préoccupent habituellement les éditorialistes, là, soudain, on se met à parler du mariage. Donc c'est plutôt, pour moi, un bon moment de démocratie. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Troisièmement, j'ai perdu. J'étais plutôt contre, alors pour un argument lexical.
pas pour un argument anthropologique, c'est-à-dire qu'il me semble que toujours dans notre ère culturelle, et je tire très loin, je vais jusqu'il y a 5000 ans en Mésopotamie, etc., ce qu'on a appelé mariage, c'était l'union d'un homme et d'une femme, et donc il me semble que l'union de personnes de même sexe était quelque chose de neuf, et que pour quelque chose de neuf, on aurait mieux fait de trouver un nouveau mot, plutôt que l'ancien. C'est-à-dire que de mon point de vue, c'était une question qui concernait presque plus l'Académie française que l'Assemblée nationale, on va dire. Parce que ce qu'on aura proposé, c'est contrat d'union civile, CUC, d'accord, ça fait pas envie, clairement. Donc il aurait fallu trouver un beau mot. Voilà, il aurait fallu trouver un beau mot. Cela dit, j'ai fait partie des gens qui pensaient que ce n'était pas une très bonne idée de parler de mariage entre personnes de même sexe. Quatrièmement, je suis respectueux des lois et coutumes de mon pays. Lorsqu'elles ne heurtent pas évidemment la morale, à mon sens, ce n'est pas le cas sur cette question-là. C'est-à-dire que si évidemment il y avait une loi qui disait qu'il faut dénoncer les juifs, j'espère que j'aurai le courage de m'y soustraire. Mais là, c'est une question disputée que j'ai trouvée compliquée, moi, étant entendu qu'il s'agit du mariage civil. D'accord ? Et j'ai eu du mal à me faire un avis, je le reconnais. J'admire beaucoup les gens qui ont eu d'emblée les idées claires et distinctes, chapeau, parce que je trouvais que c'était un sujet compliqué. Cinquièmement, je respecte les lois et coutumes de mon pays, donc dorénavant, dans mon pays, le mariage civil, c'est l'union d'un homme et d'une femme, ou bien d'un homme et d'un homme, ou bien d'une femme et d'une femme. Et donc je considère que la majorité des choses que j'ai écrites sur le mariage civil peut concerner des personnes de même sexe. En revanche, ce que j'ai écrit sur le mariage religieux, dans ce qu'il a de spécifique, ne concerne pas les personnes de même sexe, puisque au moins dans sa version catholique, le mariage religieux est, et là je crois qu'on peut dire, risque ou va rester longtemps, parce que je ne vois pas vraiment comment ça pourrait bouger, un mariage hétérosexuel. Ça répond à votre question ? Voilà. Merci. Écoutez, il est temps de mettre un terme à ce débat. Donc merci Denis, merci à vous toutes et à vous tous pour votre attention. Prochain débat, j'oublie toujours les dates. Bon, c'est au mois de novembre. Non, décembre. Décembre, pardon, mois de décembre. Je crois que c'est le 11. D'accord, avec Dominique Lepage. Dominique Lepage, historien sur la question de Nantes et de la Bretagne. Vous pouvez bien sûr trouver le livre de Denis Moreau à la sortie, ainsi que quelques autres ouvrages de sa main. Et puis également les derniers numéros de l'excellente revue Place Publique. Bonne soirée.